1800. Je vais commencer et suivre le conseil du professeur qui est de rappeler et de remettre les choses en contexte. Donc je vais commencer par les années 1800. Les années 1800, ça va être la révolution industrielle. Donc on prenne Boston aux US, London, UK, où on va appeler l'ère des machines. Et l'ère des machines, c'était si je suis une entreprise, que j'ai une machine, je vais faire mieux que l'entreprise qui n'a pas de machine. On va plus vite avec une voiture qu'à pied. On va pouvoir être beaucoup plus efficace si on a des tracteurs et des bulldozers qu'avec le traditionnel coupe-coupe. Donc avoir les machines a été une grande différence. Tous les business qui ont survécu et qui nous ont amenés maintenant, on va dire, dans les années 1900, sont les business qui avaient tous des machines, on va dire. La différence maintenant devait être ailleurs, et cette différence-là s'est faite avec des humains. Et c'est là qu'on a entendu que l'être humain est l'asset le plus important d'une entreprise. C'était l'époque du capital humain. Fast forward sur les années 2000, et je vais prendre l'année 2014, parce qu'il y a un exemple qui est assez parlant et que j'aime bien utiliser cette année-là. C'est l'année où Facebook a racheté WhatsApp. Est-ce que quelqu'un se rappelle quelle était la valeur de l'acquisition ? Je sais qu'il y a au moins une personne là qui ne doit pas parler, mais est-ce que... Oui. Exactement, bravo. 19 milliards. Facebook a racheté pour 19 milliards. Est-ce que tu te rappelles combien d'employés WhatsApp avait à l'époque ? 55. 55 employés pour 19 milliards. Donc si on fait les maths, ça fait 345 millions et des poussières. Il n'y a personne qui vaut cet argent-là. Donc ce qu'ils ont acheté à cette époque-là, ce n'est pas l'être humain, ce n'est pas le capital humain, c'est l'application et les utilisateurs qui vont avec. La raison pour laquelle je commence par ça, et pour vraiment dire que dans tout ce qui est derrière digital, il y a aujourd'hui les applications en fondation. Les applications qui vont permettre d'accéder aux données, les applications qui vont permettre d'utiliser un service. L'application est l'asset qui est critique dans une compagnie aujourd'hui. Ce qu'on fait au niveau de F5, ça va être de pouvoir aider à sécuriser et à acheminer le trafic qui correspond à ces applications-là le plus simplement possible. Mais ce que je vais faire là, c'est aussi vous expliquer pourquoi est-ce qu'on essaye et que l'industrie essaie de le faire de plus en plus simple. C'est parce que ça devient de plus en plus complexe. On va aller en 2013. 2013, ça va correspondre à un moment où tout le monde connaît, c'est un data center traditionnel. On va avoir des applications qui ressemblent un peu à toutes les applications que vous allez connaître. Et ça va être un web tier, un middleware, un database, storage, rien de bien méchant. En 2017, ce qui se passe, vous avez tous entendu parler du buzz cloud ici, cloud par là, etc. Là, l'industrie, les analystes, les CIO, CISO de la Silicon Valley, allez tous vous rappeler et vous dire, en 2017, que dans 5 ans, toutes vos applications seront lift and shift, comme ils disent. Ça veut dire qu'on va tous lever les applications et on va tout pousser dans le cloud, on va le pousser dans un public cloud. On est 5 ans après, on est en 2023. Quel est le bilan ? Le bilan est que ça ne s'est pas exactement passé comme ça. Il y a plusieurs leçons. Une des premières leçons, et elle est assez frappante, c'est que toutes les applications n'ont pas été changées, elles n'ont pas été lift and shift, elles n'ont pas été remplacées ou déplacées dans le cloud, mais surtout, elles ne sont pas allées sur un cloud, elles sont allées sur différents endroits. En général, entre 6 et 9 mois, à partir du moment où vous montez sur un des clouds, vous allez monter sur un autre cloud. Et la raison, elle peut être business, elle peut être politique, elle peut être technologique. Quelle que soit la raison, en général, vous ne finissez pas avec un seul cloud. On parle des clouds publics aussi, mais pas uniquement. Si vous regardez dessus, c'est une distribution de où vos applications vont se trouver. Vous allez toujours en avoir sur le traditionnel data center, vous allez en avoir sur l'edge, où il y a besoin d'avoir du trafic qui est encore plus proche des clients que ce n'était prévu. Le point ici à retenir, c'est 1. Toutes les applications ne sont pas passées, certaines applications sont passées. 2, ce n'est pas entièrement passé sur le cloud. Et 3, c'est sur du multi-cloud ou des différentes locations. Ce que le cloud a apporté est quelque chose quand même qui est à noter.
Juste avant de préciser quoi, on va rappeler que quand il y a une nouvelle technologie, en général, il y a un effet domino. L'exemple frappant, c'est l'exemple du téléphone. On avait un téléphone fixe, on est passé au téléphone mobile qui nous permettait donc de prendre des calls et de placer des calls un petit peu où on voulait sur la route. Mais aujourd'hui, le téléphone ne fait pas que juste ça. Il vous permet de vous amuser. Pour certaines générations, un peu trop d'ailleurs, on gaspille trop de temps. Il vous permet d'utiliser en tant que mobile banking. Il vous permet d'aller sur Internet. Donc oui, l'effet premier communication est couvert, mais vous avez plein d'applications qui sont arrivées dessus. Et d'ailleurs, un autre exemple que je reprends aussi, c'est de vous poser la question très simplement. Sur le smartphone que vous avez, combien d'applications vous avez ? Vous n'allez pas pouvoir répondre, vous n'allez pas pouvoir donner un nombre spécifique d'applications. Donc imaginez dans le contexte des corporations, des organisations, où tout va très vite et où l'application, encore une fois, est l'asset critique. Donc dans le cas du public cloud, ce qui s'est passé, c'est que ça a accéléré l'évolution de ce qu'on appelle les applications modernes. Les applications modernes, donc je décrivais l'application traditionnelle un petit peu tout à l'heure, on va dire réellement, c'est Web Tier, Middleware, Database, Storage, classique. L'application moderne, ce qui se passe, c'est que tout est divisé en services. Vous avez entendu peut-être parler de microservices, Kubernetes, etc. Mais c'est vraiment comment est-ce que c'est segmenté au maximum. Imaginez une page web avec plusieurs carrés. À l'époque, ce qu'il fallait faire, si jamais il y avait besoin de faire un upgrade, c'est on bloque tout. Bon, on bloque pas tout en production, puisque en général, il faut toujours remplacer la roue de la voiture pendant qu'elle roule, comme on dit. Mais il y avait tout un stage testing, QA processus qui allait prendre 6 mois avant de pouvoir faire un upgrade d'une application particulière. Aujourd'hui, c'est un business differentiator de pouvoir ajouter une fonctionnalité aussi vite que possible. Mais si vous prenez le cas, vous, en tant qu'utilisateur, si la banque à côté a une fonctionnalité qui vous intéresse et qu'elle couvre les fonctionnalités dont vous servez toujours sur votre banque, vous bougez. Et vous bougez sur cette banque-là et vous restez là. Pour revenir, ça va être difficile pour la banque qui vous avait au début de vous rattraper. Donc ça devient un business differentiator de pouvoir pousser les fonctionnalités aussi vite que possible. Et donc ça veut dire qu'il faut être aussi agile que possible. Et le microservice et les Kubernetes, c'est dans cet esprit-là. Donc le fait qu'il y ait eu des clouds et des public clouds vous a permis d'amener toutes ces applications distribuées, d'une façon distribuée. C'est-à-dire que là où avant, j'avais dans mon traditionnel data center mon web tier, mon database, mon storage, etc. Aujourd'hui, je vais pouvoir avoir le front tier qui va être dans Amazon, par exemple. Je vais avoir les databases qui vont être dans mon data center traditionnel parce que je ne veux pas que mes données privées soient ailleurs. Je vais pouvoir réutiliser l'analytique de GCP, qui est Google Public Cloud, par exemple. C'est distribué. Ce que ça fait aussi, c'est que vous avez beaucoup de trafic qui va aller entre ces localités et qu'il va vous falloir quelque chose qu'on appelle un cloud broker également, qui va vous permettre d'avoir le trafic qui va entre toutes ces localités-là. L'autre point, c'est que le fait que tous ces microservices doivent parler entre eux pour générer ce que l'application doit générer, va aussi augmenter le trafic au niveau des API. Et c'est pour ça que vous entendez sûrement parler maintenant que oui, il faut des API, gateway, qu'il faut sécuriser les API. C'est parce que le trafic API, donc de machine à machine, a augmenté bien plus que le trafic humain. Okay. Le problème, et bon, ça a été déjà mentionné, c'est que évidemment ça vient avec un risque. Ça veut dire que plus c'est digitalisé, plus c'est distribué dans des environnements différents, plus on augmente la surface de risque et que c'est quelque chose qui est à prendre en compte également. Et là, ça devient très complexe justement parce que maintenant, il faut s'assurer que la delivery de l'application soit optimale, puisse aller partout où elle doit aller. Il faut pouvoir le sécuriser. Et là où ça devient compliqué, c'est que beaucoup d'équipes vont fonctionner avec des environnements différents. Ça marche. Beaucoup d'équipes vont aller avec des environnements différents. Je reviens dessus tout de suite. Là, ce qu'on va retenir, c'est on pensait qu'il fallait juste lifter toutes les applications et les mettre dans un public cloud. Ce qu'on a aujourd'hui est bien différent. C'est une réalité complètement différente. Donc, comment est-ce que c'est adressé aujourd'hui par les CISO et les CIO? La partie qui est au milieu représente un peu les fonctionnalités qui sont utilisées pour pouvoir justement sécuriser, optimiser et deliver les applications-là. Tout le monde a entendu parler d'un load balancer, tout le monde a entendu parler d'un WAF, d'un egress controller peut-être, etc., de DDoS solution. Le problème avec ça, c'est
enfin la complexité aujourd'hui avec le fait, c'est qu'on a plusieurs environnements à gérer et que c'est difficile d'avoir des policies qui soient génériques pour tout le monde. Et il y a d'ailleurs un schéma à suivre au niveau best practice. Mais ce qui devient compliqué, c'est d'avoir plusieurs supports, plusieurs vendeurs à gérer. Pour une fonctionnalité particulière, je prends load balancer, je prends WAF, vous allez avoir quelque chose qui est différent on-premise, qui va être différent dans un des public cloud, qui est encore différent dans un autre public cloud. Ça devient vraiment complexe à ce niveau-là. Vu le temps, je pense que je vais m'arrêter là et le reste, je prendrai au niveau des questions s'il y a besoin. Mais ce qu'il faut retenir à ce niveau, c'est définitivement que ce n'est pas simple. Et si je reprends l'analogie de notre premier docteur, l'urbanisation devient un peu compliquée à ce niveau-là.